Il n'y a pas de photo de Violet Sofiosinski. Je n'ai vu qu'une photo d'elle avec ce chapeau à plumes tout frémissant. Ah oui, 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 oui. Hervé, il aimait tellement les livres, tu vois, ça peut pas être plus beau pour lui d'être au milieu des livres, tu vois, c'est géant pour lui. Ouais, pardon. Ah, oui, c'est bon, nickel. Il leur en restait un. Ah ouais. Donc là, Lionel t'a posé un WhatsApp. Ah oui, moi, c'est pas moi qui les ai posés, c'est Jean-Pierre. Ah d'accord. Je me souviens, tu vois ce que c'est, des fois c'est moi qui ai marqué la date, donc c'est par ordre chronologique, quoi. On a donc donné, pas que des femmes. Il y a, Tu crois que ça va pas durer? Pourquoi tu dis ça? très féministe anglais. Taper sur la gueule à voilà. Oh, arrêtez avec les voilà. Auguste. Ça, on fait ça dehors? Ah non, on fait ça dedans. Dedans, à côté de tes photos. Laurent. C'est moi. C'est Laurent. Bonjour. Qui m'a pas encore emmené au Malabar Station. Au Malabar C'est pas le soir, c'est demain. C'est pas ce soir. Je sais plus c'est quand. Ok. Ouais. Allez, c'est à Oh, c'est mon âge, vous connaissez. Eh oui. Voilà. Ils sont partis. Ah, faut que je... Permis d'accéder à ces films. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre Parango, qui va avoir un moment d'échange avec Antoine. Bonsoir à tous, bonsoir Antoine, merci d'être présent. Alors tout d'abord, un grand merci pour cet ouvrage que tu présentes, et qu'on est très fiers de présenter, puisqu'il est sorti très récemment. Parce que c'est une très riche de recherche et ça permet aux anciens de mettre un petit peu de l'ordre dans tout ce qu'ils pensent savoir, de combattre certaines contre-vérités, parce qu'on se rend compte que quand on lit maintenant, on lit certaines choses, on entend certaines choses qui, à la lecture de ton ouvrage, montrent que c'était pas exactement comme ça que ça s'était passé. Peut-être que les anciens idéalisent un petit peu ce qu'ils ont vécu et changent un petit peu les choses. Et puis ça permet aux jeunes, quand même, de se dire que c'est bien que les anciens se soient battus. Ça leur permet maintenant de vivre peut-être des choses plus simples, on va dire. C'est pas gagné, mais en tout cas, des choses beaucoup plus simples. Donc déjà, merci pour ce travail qui nous rend bien service à tous. Merci pour ces remerciements. Alors, donc ton bouquin s'intitule « Les alinéas au placard » et j'aimerais bien que tu nous resitues un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit, quand tu parles des alinéas. Ouais. Le livre est sous-titré « L'abrogation du délit d'homosexualité » et avec entre parenthèses la période 1977-1982 pour bien situer de quoi je vais parler, de quoi le livre parle. L'idée en l'écrivant, c'était de faire une histoire de ce qu'on a appelé, plus ou moins à tort, la dépénalisation de l'homosexualité en France. Souvent utilisé entre guillemets le terme dépénalisation de l'homosexualité parce que il n'y avait pas exactement de pénalisation de l'homosexualité, donc il n'y a pas eu vraiment de dépénalisation de l'homosexualité. En fait, quand on parle de dépénalisation de l'homosexualité, on désigne le fait qu'en 1981-1982, en France, à la suite de l'élection de François Mitterrand de la présidence de la République, ce qui aujourd'hui paraît très éloigné, mais finalement c'était il n'y a que 30 ans, un ensemble de mesures réprimant l'homosexualité ont été abrogées, notamment 2 articles du Code pénal sur lesquels je vais revenir, qui sont enfin 2 alinéas d'articles du Code pénal qui ont donné le titre à ce livre, les alinéas au placard. Également, c'est quand François Mitterrand arrive à la présidence de la République que le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, envoie une circulaire aux services de police en leur demandant de ne plus particulièrement contrôler les établissements homosexuels, que le service de contrôle des homosexuels qui existe à la préfecture de police de Paris est dissous, que des consignes sont données à l'ensemble des services
de police dans toute la France de cesser de ficher les homosexuels, nous sommes en 1982, et également que le ministre de la Santé annonce que la France ne reconnaît plus la classification de l'OMS de l'homosexualité comme maladie mentale. Voilà. Donc précisément ces deux alinéas qui se retrouvent au placard en 1981-1982, le premier d'entre eux crée ce qu'on a appelé délit d'homosexualité. Il date de 1942 sous le régime de Vichy. Il est maintenu en 1945 à la Libération par le gouvernement gaulliste. Et pour simplifier, en des termes que des juristes peut-être contesteraient, cet article crée ce qu'on peut appeler une majorité sexuelle homosexuelle différente de la majorité sexuelle hétérosexuelle. C'est-à-dire qu'en 1942, la majorité sexuelle hétérosexuelle est de 13 ans. C'est-à-dire que tout individu âgé de 13 ans peut avoir des relations sexuelles avec n'importe quel individu également âgé de plus de 13 ans, dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. Et dans le cadre des relations homosexuelles, cet âge de 13 ans est ramené à 21 ans. Avec l'article qui parle d'actes impudiques ou contre nature avec un mineur du même sexe. Cet article est conservé en 1945. À ce moment-là, l'âge est augmenté pour les relations hétérosexuelles, donc la majorité sexuelle hétérosexuelle est de 15 ans, et il reste de 21 ans pour la majorité sexuelle homosexuelle, sachant qu'en 1974, à la suite de l'abaissement de l'âge de la majorité avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, la majorité sexuelle homosexuelle est de 18 ans, quand la majorité sexuelle hétérosexuelle est de 15 ans. J'espère que je ne vous ai pas perdu. L'idée, c'est que, voilà, en tout cas, il y a un âge différent pour les relations hétérosexuelles ou pour les relations homosexuelles. Et le deuxième alinéa, lui, il apparaît en 1960, à la suite de l'adoption par le Parlement d'un texte de loi qui fait de l'homosexualité un fléau social, aux côtés de l'alcoolisme, de la tuberculose et de la prostitution. À la suite de l'adoption de ce texte, est ajoutée dans le code pénal une aggravation de l'outrage public à la pudeur. L'outrage public à la pudeur est un terme juridique qui permet, en gros, d'incriminer un ensemble de relations sexuelles potentiellement commises dans l'espace public. Ce délit est aggravé si la relation sexuelle est une relation homosexuelle, la peine de prison est doublée et l'amende est doublée. Voilà. Et c'est ces deux alinéas du code pénal qui disparaissent, l'un en 1980, encore sous Giscard, avec un Parlement et un Sénat de droite. Le second ne disparaît qu'en 1982, avec le passage à gauche. Et mon livre trace les mouvements politiques qui ont conduit à cette dépénalisation, comment les mouvements homosexuels, comment des intellectuels critiques ont porté dans les années qui précèdent, essentiellement à partir de 1977, un ensemble de revendications ont constitué un mouvement politique pour changer le droit et obtenir la fin de cette répression. Voilà. Ok. Pour faire le lien avec le premier film qu'on a vu, donc Le Phare de Carole, en fait, tu commences ton livre en précisant que cette première participation du Phare à la marche du 1er mai est pour toi le fondement de ce mouvement, où on reconnaît que cette recherche de dépénalisation est un mouvement politique, qui n'était pas reconnu jusqu'à maintenant comme étant une action politique, mais on sait aussi, et tu l'expliques très bien, que cette participation n'a pas été simple, puisque quand on a vu arriver le Phare, on leur a dit d'abord de ne pas participer, et puis vu l'assistance, on leur a dit ok, mais au fond, loin derrière, pour qu'il n'y ait pas de confusion, comment est-ce que tu expliques ce rejet qu'il y a pu avoir à ce moment-là, de dire les ouvriers, les homosexuels, qu'est-ce qui a pu amener ça? Parce que c'est après lié au côté politique, très politique, où c'est une grande partie de ton bouquin où tu montres que la gauche, à la fois le Parti Socialiste et plus particulièrement le Parti Communiste, ont eu beaucoup de mal à prendre position. Il y a eu des mouvements, il y a eu des choses qui ont été dites, puis après on a changé d'avis, puis on est revenu. Ça a duré très longtemps avant qu'on y arrive. La naissance du Phare, dont on a vu des très belles images, des rares images, puisque le film de Carole Montopoulos est à peu près les seules images concernant les vidéos, on a des photos, mais des images vidéo du Phare, où on voit d'ailleurs toute la spontanéité dans la discussion, en même temps tout le discours de l'époque.
c'est assez frappant quand on travaille sur cette période de voir le poids du marxisme-léninisme dans la référence sans cesse à la sexualité bourgeoise, au fait d'être révolutionnaire. Et ça montre d'ailleurs combien toutes ces références-là ont disparu de notre paysage politique, intellectuel et théorique aujourd'hui. Le phare, en 2 mots, c'est l'irruption de l'homosexualité dans la politique. C'est l'affirmation que l'homosexualité est quelque chose de politique à la suite de 68, dans les mouvements de l'après 68, d'ailleurs pas en 68 même, mais 3 ans après, et à la suite du mouvement féministe aussi, qui a permis au phare d'apparaître, et l'affirmation que la sexualité est politique. Je vais faire un détour pour répondre à la question. On se demande beaucoup, et en particulier en ce moment, alors qu'on débat, qu'on lutte pour le mariage pour tous, pour la transformation du droit, pour la PMA, qui est hélas pas un combat gagné d'avance, et également pour la GPA. Il y a cette question qui revient beaucoup, qui est qu'est-ce que l'héritage du phare? Et est-ce que les gens du phare, aujourd'hui, seraient dans les manifestations pour demander le mariage pour tous? La question que posait Maria tout à l'heure, voilà, en disant est-ce que la subversion est toujours là? Est-ce que cette réclamation du mariage pour tous n'est pas au contraire une façon de se rapprocher de la bourgeoisie et de ne plus être subversif? Avec des gens qui disent mais est-ce qu'on s'est battu pour ça, ou est-ce que le phare s'est battu pour ça, voilà, Guy Auchinguem, qui est le garçon à la très belle chevelure, qu'on voit longuement parler dans le film de Carole Frontopoulos. Est-ce que Guy Auchinguem se serait battu pour ça? Qu'est-ce qui dirait de tout ça aujourd'hui? Moi je pense qu'ils sont des mauvaises questions, parce qu'elles ne posent pas correctement le problème. À mon avis, si un héritage du phare aujourd'hui à porter et à défendre encore et toujours, c'est pas forcément dans l'idée de dire que les homosexuels... Enfin si, c'est de dire qu'il faut... L'héritage du phare, c'est de dire qu'il faut sans cesse chercher à subvertir, comme ce qui doit, à mon avis, être toute pensée et toute action de la gauche. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on cherche à subvertir? Et à mon avis, en demandant le mariage, on n'a pas perdu la subversion, on n'a pas renoncé à être la subversion. Il faut plutôt se demander quelle est la subversion du phare. Et il me semble que le film de Carole Frontopoulos le montre particulièrement bien, c'est qu'au moment où le phare se crée, il s'adresse avant tout à la gauche. C'est-à-dire que finalement le phare, quand il dénonce les hétéroflics, quand il dénonce les oppresseurs, ne s'adresse pas à la société tout entière, mais il s'adresse à l'espace de discussion dans lequel il se situe, qui est l'espace de discussion de la gauche, l'espace de discussion du gauchisme même, tout ce qui est plus à gauche que le Parti communiste de l'époque, l'espace de discussion des gens qui veulent la révolution. Et à ces gens-là, les gens du phare, qui sont eux-mêmes des gauchistes, Guy Auchinguem le rappelle dans le film, il a milité dans un groupe qui s'appelle Vive la Révolution, il a participé à 68, il aide des mouvements politiques de l'après 68, mais au sein de cet espace-là, les homosexuels révolutionnaires doivent se taire, doivent surtout ne pas dire qu'ils sont homosexuels, et surtout ne pas parler de leur homosexualité comme quelque chose de politique. Guy Auchinguem le dit, et d'autres le disent, et nombreux sont les gauchistes homosexuels qui ont vécu cette situation-là, c'est-à-dire de dire non, tu ne peux pas aller distribuer, construire une lutte politique, révolutionnaire en l'occurrence, là-dessus. Et en fait, ce combat-là ne va cesser de se poursuivre dans les années qui suivent, et encore aujourd'hui. C'est-à-dire, je monte dans le livre, au moment où le mouvement homosexuel se transforme, au moment où une partie du mouvement homosexuel renonce à ce discours, enfin renonce, peut-être fort de dire renonce, mais en tout cas décide de se tourner vers le droit, de demander, alors que les gens du phare, s'ils évoquent la répression de l'homosexualité, n'en feront pas leur lutte principale. Au moment où se créent ces groupes qui disent on va changer le droit, on va demander l'abrogation de ces articles du code pénal, ils se heurtent au même problème, c'est-à-dire l'incapacité de la gauche, soit la gauche institutionnelle, on pourrait dire, qui est le Parti socialiste, le Parti communiste, soit le gauchisme avec les partis, les groupuscules, la Ligue communiste, lutte ouvrière, etc., etc. Ils se heurtent exactement au même problème, où personne ne veut saisir les revendications des mouvements homosexuels. Et à mon avis, s'il y a un héritage du phare qu'on doit défendre aujourd'hui, c'est celui-là, parce que dans l'espace de la gauche, on est encore aujourd'hui confronté à ce genre de discours, avec des gens qui disent dans la période de crise qui est la nôtre, il y a des préoccupations plus importantes que le mariage gay.
y compris d'ailleurs par des gens qui défendent la radicalité et disant mais le mariage est quelque chose de bourgeois, et c'est quelque chose de secondaire, on a des choses plus importantes à faire, et qui est finalement qu'une remise un peu dans l'actualité de cette structure, de ce schéma de perception qui est, d'un côté il y a une lutte principale, qui est la lutte économique, et de l'autre côté il y a des luttes secondaires, la lutte des homosexuels. Franchement, il y a des choses plus importantes. Par exemple, Mélenchon, dans Interview de Jean-Luc Mélenchon, qui porte à gauche un espoir de renouveau et de transformation de ce qui est devenu une partie de la gauche. Quand il est interviewé par le magazine Têtu, l'année dernière, avant les élections, alors que le journaliste lui pose une question sur l'homosexualité, lui dit quelque chose, mais l'homosexualité est quelque chose de privé, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est quelque chose de privé, les homosexuels font ce qu'ils veulent. Comme si, quand il dit ça, il revient sur justement tout cet héritage des années 70 qui consiste à dire que non, l'homosexualité n'est pas quelque chose de privé, que la sexualité généralement n'est pas quelque chose de privé. Et je cite Mélenchon parce que c'est un exemple qui m'est venu et parce qu'il a une certaine audience, mais on retrouve aussi bien au Parti Socialiste que dans le reste de la gauche, qu'elle soit une gauche de parti, une gauche de groupe politique ou un espace de discussion, cette idée qui s'applique d'ailleurs la question des immigrés, le droit de vote des étrangers semble être aussi une question secondaire. On pourrait penser à la question de la psychiatrie dont on ne parle pas du tout aujourd'hui. Et si précisément il y a le phare, quand il apparaît, est fortement lié à tous ces mouvements, fortement lié par exemple au groupe d'intervention sur les prisons, qui consiste à dire faisons de la prison une question politique. Et cette question, qui est censée être une lutte secondaire, est tout aussi importante, et en tout cas a le droit d'exister dans l'espace de la gauche. Par rapport à ce que tu disais de Mélenchon, on entend aussi beaucoup dire qu'en fait, les homosexuels ont le droit de faire ce qu'ils veulent, pourvu qu'on ne le sache pas et qu'on ne les voit pas. Et ce qui amène aussi de dire, s'ils étaient un petit peu moins dans la rue, s'ils se montraient un petit peu moins, ils ne se feraient pas taper dessus. C'est quand même un peu fort. C'est-à-dire que vous empêchez pas d'être homosexuel, c'est ça. Et d'ailleurs, le discours des homophobes qui luttent contre le mariage gay tout en présentant que bien sûr ils ne sont pas homophobes, consiste à dire ça, c'est-à-dire on n'a rien contre les homosexuels, mais surtout qu'ils ne se marient pas. Ce qui est une homophobie euphémisée, mais qui est une homophobie. Évidemment, on allait mettre les enfants en danger. On l'entend encore de nos jours, puisque quand on a entendu parler du mariage, beaucoup sont venus à la télévision, dans les médias, on va dire, pour dire oui, mais vous vous rendez compte, que vont-ils faire aux enfants qu'ils vont adopter? Non seulement ils vont se marier, mais en plus ils vont en adopter, et que vont-ils leur faire? Donc on est quand même toujours dans cette même démarche. Comment ça se fait que ça n'a pas... La question de la sexualité des enfants est, je pense, une des questions qui me plaît le plus dans mon livre, et en même temps peut-être une des questions les plus difficiles et les plus complexes. Grosso modo, ce que je montre, sans tout vous donner pour qu'il vous reste des choses à découvrir en disant, mais que ces revendications pour dépénaliser l'homosexualité ont été fortement liées à des revendications que j'appelle pédophiles, en reconnaissant que le terme n'est pas forcément le mieux choisi, et en même temps c'est le terme qu'à l'époque ces mouvements-là, ces intellectuels-là utilisaient, en n'anticipant pas la transformation du terme pédophile, puisque à l'époque le terme pédophile désignait à la fois les gens qui réfléchissent à la question de la possibilité de la sexualité entre des mineurs et des majeurs, entre des enfants et des adultes, et aussi à la fois le terme qu'on connaît aujourd'hui, qui est le pédophile, et celui qui abuse d'un enfant. Sauf qu'aujourd'hui, en raison d'un ensemble de transformations justement qui expliquent la situation dont je parle dans le livre, en raison donc de cette transformation, le pédophile désigne seulement celui qui abuse d'enfants. Donc, ces gens réfléchissent à la question, ces intellectuels comme Michel Foucault, René Scherrer, l'écrivain Gabriel Masneff, des militants comme Guy Hockenheim et d'autres, réfléchissent à la possibilité et écrivent des textes sur l'enfance, sur la possibilité que les enfants aient des relations sexuelles avec des adultes, proposent de réfléchir à qu'est-ce que l'enfance, comment René Scherrer fait des très beaux textes sur se demander qu'est-ce que l'enfance, dans quelle mesure, à un moment, nos sociétés ont constitué une sphère de l'enfance qu'on pense et décrit comme totalement autonome de la sphère des adultes. Est-ce qu'il ne faut pas déconstruire ce fonctionnement-là, etc., etc.
Et ces gens-là initient un certain nombre de pétitions, un certain nombre de revendications, qui ne sont à l'époque, et à mon avis c'est ça le plus intéressant, qui ne sont à l'époque pas du tout des événements marginaux. Une pétition paraît dans Libération, une pétition paraît dans Le Monde en 1977, qui sont signées par des dizaines et des dizaines de personnes, d'intellectuels, d'éditeurs, de journalistes, de psychanalystes, de gens très, je veux dire, respectables. Gabriel Maznev, par exemple, raconte dans son journal qu'il croise Jérôme Lindon, le fondateur des éditions de Minuit, quelques jours après l'apparition d'une de ses pétitions, et Jérôme Lindon lui dit « mais c'est magnifique ce que vous avez fait, et l'acte politique le plus important de ces temps-ci ». Et cette espèce de discussion-là disparaît très rapidement, dès la fin des années 70, notamment en raison d'une affaire policière, l'affaire du Choral, en raison aussi du fait que... Et on le voit en fait avec le deuxième film, Manifestation contre la répression de l'homosexualité, qui est en fait une réponse aux déclarations aux États-Unis d'Anita Bryant, qui devient d'un seul coup une égérie de la cause anti-homosexuelle, avec l'idée que les homosexuels sont des gens dangereux pour les enfants. Qui est une idée d'ailleurs qui depuis le début inspire la répression de l'homosexualité, puisqu'il faut protéger les enfants des dangereux homosexuels. Et notamment à cause de ça, les mouvements homosexuels eux-mêmes, qui tous n'étaient pas convaincus de la légitimité des revendications pédophiles, s'en éloignent de plus en plus. Également, le mouvement féministe est globalement assez hostile aux revendications pédophiles, ce qui fait que ces revendications disparaissent. Et ce qui est le plus frappant, c'est on peut largement discuter ces revendications, on peut les critiquer, on peut discuter les textes de Foucault et de Scherer et d'autres, mais en tout cas, à l'époque, dans cette décennie, il existait un espace de discussion, il existait des possibilités de discuter de ces sujets-là, et qui ont très très rapidement disparu au début des années 80. Alors un autre chapitre que tu abordes, qui va nous rejoindre avec les ouvriers dont on parlait tout à l'heure, c'est le mouvement du cœur. En fait, on parle beaucoup du phare, mais c'est vrai qu'on parle très peu du cœur, et moi je t'avoue que j'ai retrouvé ça grâce à ton bouquin. Je vais te laisser un petit peu en parler, parce que c'est très particulier, où ils se sont dit, on va un petit peu abandonner ce qui est revendiqué jusqu'à maintenant, et on va plutôt s'occuper des discriminations dans le monde du travail. Oui, le cœur. C'était une autre façon d'aborder peut-être le problème. C'est en même temps, dans ce livre, on voit comment les mouvements homosexuels se sont transformés au sein des 30, 40 dernières années. Le phare, qui est un mouvement politique, théorique et intellectuel très important, et en même temps un mouvement très bref qui dure au mieux 2 ans, au pire quelques mois, puisque d'après les gens qui y participent, les assemblées générales du phare à l'école des Beaux-Arts à Paris, qui au départ étaient des lieux de discussion, deviennent très vite des lieux de drague, où les gens couchent entre eux dans les couloirs de l'école des Beaux-Arts, et où on ne discute plus de politique. Et donc ce phare s'étiole très vite et disparaît. Le mouvement homosexuel se transforme, apparaissent des groupes de libération homosexuelle, puis à la fin des années 70, ce CUAR, le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, qui va être le principal organe de cette dépénalisation de l'homosexualité, et qui en particulier choisit d'utiliser à la fois des débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale et au Parlement sur la répression de l'homosexualité, à la suite du dépôt d'une proposition de loi par un sénateur radical de gauche, le sénateur Henri Caillavet, et donc qui utilise à la fois les débats à l'Assemblée nationale et la campagne présidentielle de 1981 pour forcer les partis politiques à se prononcer sur la question de la répression de l'homosexualité, en envoyant des courriers aux partis politiques, en organisant une grande manifestation à Paris, en rendant publiques les positions des partis politiques, ce qui est une manière de dire attention à ce que vous allez répondre, puisque vos réponses vont être publiques, et il y a un certain nombre de gens qui vont se décider dans leur vote en fonction de vos réponses. Et c'est ce QR qui va être véritablement un peu le fer de lance de la dépénalisation sur à partir de la fin de l'année 1980 et pendant la campagne présidentielle de 1981, et qui va être un mouvement abouti, parce que, par exemple, une anecdote, les 2 principaux candidats sont Valéry Giscard d'Estaing, président sortant, et François Mitterrand. François Mitterrand s'engage nettement à supprimer du code pénal les mesures discriminatoires, et Valéry Giscard d'Estaing ne répond pas au courrier. Et entre les 2 tours, le journal Le Monde publie un grand tableau
qui compare les positions des deux candidats, avec une ligne répression de l'homosexualité. La case pour Giscard d'Estaing est vide et la case pour François Mitterrand présente les mesures, abrogation, etc. etc. Et concomitant, au même moment, l'équipe... oui, c'est compliqué à dire comme ça en public. L'équipe de Giscard envoie un courrier à l'association Arcadie, qui est Arcadie, l'association homophile, qui est un mouvement gay apparu dans les années 50, beaucoup moins politisé, où Giscard, d'un seul coup, se prononce sur la suppression des articles discriminatoires, en disant, mais en fait, si je suis réélu président de la République, je ne m'opposerai pas à la suppression du dernier article restant dans le code pénal, ce qui montre que lui-même, ou son équipe, au dernier moment, perçoivent que quelque chose vient de se passer et que quelque chose leur passe sous le nez, d'une certaine manière. Ce qui amène d'ailleurs quelques pages de ton livre à dire que, d'après les sondages, les statistiques, François Mitterrand aurait été élu par le, alors on va pas dire par le vote gay, mais disons que quand même ça a beaucoup contribué à son élection, et on a entendu, quand François Hollande a été élu, que François Hollande aurait été élu justement sur le vote des homosexuels, qui espèrent beaucoup. Donc on espère, hein, c'est bien. En revanche, non, on n'est pas certain que le vote gay ait permis à François Mitterrand de se faire élire. En revanche, selon des sondages faits par des militants gays, donc il faudrait peut-être contester les principes idéologiques, mais en tout cas d'après leurs estimations, il y a eu, on va dire, au sein de la population homosexuelle qui se pense homosexuelle, donc qui répond à un sondage fait par des militants en disant oui, je suis homosexuel, voilà. Au sein de cette population-là, on sent un glissement des positions politiques, c'est-à-dire des gens qui disent qu'ils avaient voté plutôt à droite avant 81, disent qu'en 81, ils ont voté soit à gauche, soit ils se sont abstenus. Et que donc, au sein de la population homosexuelle, cette question de la dépénalisation a joué. Après, on ne sait pas si ce déplacement de voix au sein de cette population a permis ou pas de faire élire François Mitterrand. Mais en tout cas, on voit que dans un segment, on va dire, de l'électorat, cette question joue. Alors, peut-être parallèle. Aujourd'hui, peut-être les électeurs de 81 auront été davantage satisfaits que les électeurs de 2012. Attendons encore un peu. On se reverra. Maintenant, on parlera. Alors, petite critique, mais je le dis franchement, je t'en ai déjà parlé. Oui, donc, j'ai trouvé à la fin du livre qu'il y avait peu de présence pour les lesbiennes. Or, pour savoir qu'elles ont quand même beaucoup participé, et tu ne me contrediras pas, je trouve qu'elles manquent un petit peu de présence dans ton ouvrage. Voilà, c'est juste pour prévenir celles qui vont l'acheter, j'espère bien que... C'est une question très juste, parce que en le relisant après coup, j'avais découvert des choses que je me dis. Et je me suis dit, mais c'est fou que je n'ai pas pensé à le préciser. Aujourd'hui, je pense que je devrais rajouter quelques pages, parce que l'histoire de la dépénalisation de l'homosexualité est une histoire très masculine, pour plusieurs raisons. Déjà que la répression de l'homosexualité par la forme pénale touche davantage la population masculine que la population féminine. Et surtout que le mouvement gay est devenu très masculin dans les années 70. Avec ceci de très frappant, c'est que le phare est fondé par des femmes, par des féministes et par des lesbiennes, qui en sont très vite exclues, puisque le phare devient... Enfin, la majorité du phare devient une population... Elles s'excluent elles-mêmes. Elles en sont exclues dans la mesure où elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas exprimer leur point de vue. Non, elles se sont exclues elles-mêmes. Elles sont parties parce qu'elles en avaient marre que ça baisse dans les toilettes. Et qu'elles ne pouvaient pas s'exprimer. Donc elles sont exclues aussi dans la mesure où elles ne oui, peuvent pas c'est ça. s'exprimer. Oui, ça marche dans les deux sens. Voilà. Et un certain nombre d'entre elles, effectivement, claquent la porte en disant à un moment, je ne peux pas rester dans un mouvement où on n'a pas la parole, avec une question qui est derrière, qu'est-ce que la libération sexuelle, en disant, pour vous, les homosexuels masculins, la libération sexuelle, c'est coucher avec tout le monde, n'importe où, n'importe quand. Alors que pour nous, davantage marqués par le féminisme, et qui sommes à la fois subissons une double oppression, qui est l'oppression d'être une femme, donc de subir la domination masculine, et l'oppression d'être lesbienne, donc subir la domination hétérosexuelle,
j'en ai perdu le début de ma phrase, mais elles disent, pour nous, la libération sexuelle, c'est aussi une critique de la division sexuelle, de la répartition des rôles sexuels, de la domination masculine, ce qu'on ne trouve pas dans le phare. Et à partir de cet écart-là, les mouvements vont cheminer parallèlement avec des fois des rencontres, et en même temps fait que le mouvement homosexuel va rester majoritairement masculin, qu'un mouvement lesbien va se construire en restant aussi à part, en choisissant de se donner ses propres cadres de réflexion et de discussion, puisqu'il a l'impression qu'il ne peut pas les trouver dans le reste du mouvement. Et voilà. Mais en effet, oui, c'est juste. Et avec aussi la question, pour raccourcir le livre, j'ai supprimé la partie là-dessus pour un prochain livre. La question aussi, précisément sur la question des relations sexuelles entre les enfants et les adultes, que on va dire les femmes ou les féministes sont beaucoup moins d'accord avec les hommes ou les homosexuels. Alors on va passer la parole à la salle, parce qu'il y a peut-être des questions, donc ça serait intéressant qu'on puisse, il nous reste un petit peu de temps. Donc, oui, on va essayer de faire ça. Je suis assez étonné de la définition que vous donnez du phare, c'est-à-dire Front homosexuel d'action révolutionnaire. Au départ, ça ne s'appelait pas le phare. Il y avait Front homosexuel antiraciste d'action révolutionnaire. Et c'était important, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, avant qu'il ne s'appelle le phare, il y avait des connexions qui s'étaient faites, des intersections en tout cas, entre différentes formes d'oppression. C'est-à-dire l'homosexualité qui était réprimée, comme vous l'avez rappelé par la loi, mais aussi le sort des immigrés, notamment arabes de l'époque. Et cette intersection-là, vous ne en avez pas parlé. Il faut savoir, attendez, 2 secondes. Il faut savoir que quand même, le phare, qui s'inscrivait dans une dynamique antiraciste, a changé son label à ce moment-là pour en faire quelque chose de purement homosexuel et ne pas choquer la population. Non, le choix du nom, le phare ne s'est jamais appelé Front homosexuel antiraciste, sauf lorsqu'il a fallu le déclarer à la préfecture, et comme les militants ne voulaient pas se déclarer comme Front homosexuel d'action révolutionnaire, ils ont choisi de se déclarer comme Front homosexuel antiraciste. Mais le jour de sa fondation, le phare choisit le nom, le moment où les initiales phare sont choisies, c'est bien pour Front homosexuel d'action révolutionnaire. En revanche, la question de la race, qui ne se pense pas comme une question de la race, puisque on va dire les études raciales ou postcoloniales n'ont peut-être pas encore apporté les concepts pour ces militants-là. En revanche, effectivement, il y a une dimension des questions de race, avec des textes dans le numéro du journal Tout, dont on parlait dans le film de Carole, sur la sexualité avec les Arabes, avec des choses qui se veulent assez provocatrices et choquantes. Ensuite, dans divers textes du phare, en 1973, le numéro de la revue Recherche 3 milliards de pervers a un texte qui s'appelle aussi les Arabes et nous. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement le phare avait une dimension de réflexion sur le racisme, mais il s'en est pas éloigné. Et il n'a pas été fondé sur une question d'antiracisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là où il s'en est éloigné, c'est que autant le phare laissait les homosexuels s'exprimer, autant dans le phare la question du racisme était abordée par un monde occidental purement blanc. C'est-à-dire le problème qui a été souligné, c'est-à-dire dans le traitement du racisme de Guy Okangame et des autres, c'était l'exotisation des Arabes par les Blancs. Attention, là il faut être quand même assez clair, c'est-à-dire que contre cette rhétorique raciste, le phare est tombé en plein dedans. Ce n'est pas une critique, c'était une époque. Oui, mais en essayant de poser la question, ils n'ont pas échappé à une... Attention, c'est-à-dire que ce que prônait Guy Okangame à l'époque faisait partie, si on l'analysait aujourd'hui, d'une rhétorique purement exotique de l'étranger et raciste. Voilà. C'était dans ce sens où je m'interroge, c'est-à-dire pourquoi, au départ, le phare qui devait lutter effectivement pour les droits des homosexuels, s'est corrompu en parlant à la place des immigrés et notamment en exotisant le monde. Voilà, c'était simplement ma question. En fait, ce qui me semble plutôt, c'est qu'il y a à la fois le phare conçoit la libération sexuelle, la libération homosexuelle, comme avant tout une prise de parole sur la sexualité, et donc c'est dire, tout dire. Y compris dire, Guy Okangame le dit, dire les choses les plus choquantes, les plus intimes de notre vie pour étaler notre sexualité et dire l'homosexualité dans une société qui la réprime. C'est dans ce contexte-là que les textes sur les Arabes notamment, enfin le numéro 12 de Tout a cette phrase en parodiant le manifeste des 343 sur l'avortement paru dans le Nouvel Observateur, de dire « Nous sommes 343 à nous être fait enculer par des Arabes,
nous avons aimé ça et nous recommencerons. Sauf qu'en disant cela, excusez-moi, ils sont entrés dans la rhétorique coloniale et dans l'imagerie coloniale qui montrait les Arabes comme éléments passifs et homosexuels. C'est là où je vous dis qu'à un moment donné, le phare, malgré lui... Non, c'est que nous nous sommes fait enculer. C'est pareil, c'est-à-dire qu'on retrouve de toute façon dans l'imagerie coloniale... Oui, non, je suis d'accord avec vous, je ne conteste pas, mais ce que je veux dire, c'est que en voulant poser la question, et souligner qu'il y a une question de race, on dirait, le phare... D'une manière, le phare veut être subversif en posant la question de la race, et en même temps, comme vous le dites, il pose les questions d'une manière qui reproduit des schèmes de la domination. Mais en revanche, le phare ne s'est pas appelé au début Front humanitaire antiraciste, et il a changé de nom ensuite. Il s'est déclaré comme ça pour des raisons de stratégie, et n'a pas renoncé ensuite à sa dimension antiraciste. Une autre question? Mais c'est une question. Non, mais je trouve que c'est dommage parce que cette manière de présenter le phare me choque un petit peu, je vous le dis tout de suite. Parce qu'effectivement, la dimension du phare, c'était lutter peut-être contre le racisme, et notamment contre le racisme arabe en France. Et je crois qu'il faut informer quand même, s'ils ont fait une très 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 belle chose concernant la lutte pour l'homosexualité, autant je pense qu'ils se sont fourvoyés dans la lutte contre le racisme qui promet, c'est-à-dire non pas en donnant la parole à ceux qui subissaient le racisme, mais en s'emparant de la parole des immigrés pour traiter de choses dont ils n'étaient pas victimes. C'est-à-dire qu'ils objectivaient à ce moment-là le monde arabe et grosso modo ce qui était raciste et qu'ils utilisaient à nouveau toute l'imagerie coloniale. Et ça, il faut le dénoncer. Oui, mais on peut dire qu'en voulant poser la question, ils la posent mal. Ils soulignent qu'ils ont voulu poser la question en la posant, mais qu'en même temps, en la posant, ils se sont plantés. C'est pas qu'ils la posent mal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le monde occidental blanc tel qu'il est représenté n'était pas questionné par le phare. Oui, allez-y. Vous avez le micro peut-être. Non, mais c'est bon, je crois. C'est bon? Je voudrais savoir dans votre recherche, est-ce que la révolution sur cette question s'est posée dans les autres pays ou c'était que en France? Non, c'est un mouvement international occidental ou international international ouest européen, nord-américain, dans le sens où à la fois dans un certain nombre de pays d'Europe se produit en même temps à peu près en même temps, plus ou moins avant, plus ou moins après, une apparition de la libération homosexuelle. Par exemple, en Italie, avec un mouvement qui s'appelle le Fiori. F-U-O-R-I. Mon italien est trop mauvais pour vous donner le sens du mot. Et surtout avec l'influence des États-Unis et de la révolution, de la libération gay qui apparaît. Et noir. Oui, liée à la libération noire aux États-Unis, qui apparaît autour de. On parle souvent des événements de Stonewall comme un événement fondateur mythique qui apparaît autour de 68, 69. Donc ce mouvement n'est au contraire justement pas français, même si peu de ponts peut-être sont tissés avec l'étranger, même s'il existe des liens avec les mouvements des autres pays, mais en effet c'est un mouvement européen et nord-américain. Une dernière question, puisqu'on est pris par le temps. Oui, vas-y. Les lesbiennes étaient moins concernées par les formes de répression. Enfin, est-ce que vous pouvez préciser? C'est-à-dire, est-ce que c'était, il y avait moins de lieux, par exemple, avant qu'il y allait moins y avoir de descente de flics dans les lieux? Est-ce qu'il y en avait ou pas? Est-ce que... Et parce qu'il y avait à la fois moins de lieux, à la fois parce que la répression visait notamment la sexualité en plein air, on peut dire la drague dans les parcs et jardins, qui était avant tout une sexualité masculine, et parce que même, au moment même où ces articles sont élaborés, c'est l'homosexualité masculine qui est visée, puisque on sait que historiquement, l'homosexualité masculine et l'homosexualité féminine n'ont pas posé les mêmes problèmes aux différentes sociétés, ni les mêmes formes de répression, que l'homosexualité masculine a peut-être été davantage visée juridiquement, et que donc ces textes de loi visent avant tout l'homosexualité masculine. Mais dans les textes, homosexuels étaient quand même considérés pour les femmes? Oui, c'est rapport, oui, parce que c'est rapport sexuel impudique ou contre nature.
Donc dans le texte, il n'y a pas de distinction. En revanche, après, on va dire dans la pratique ou dans l'application, c'est là où ça a davantage concerné l'homosexualité masculine que l'homosexualité féminine. Alors on va te remercier Antoine d'être venu, même rapidement, mais c'était un grand plaisir de t'avoir. Et tu sais qu'on attend avec impatience que tu nous amènes ta bio de Guy, parce que évidemment tu seras un invité privilégié à ce moment-là pour venir en parler, et on retrouvera sûrement d'autres archives. Avec grand plaisir, et j'aurais aimé débattre davantage avec vous, mais... Il y a des moments dans la vie où il faut prendre des décisions. Et on ne peut pas tout faire. On aura d'autres occasions d'en débattre, j'espère. Voilà. Merci à vous tous. Petite information, demain soir à la galerie Vigna, vernissage de l'exposition des Polaroïdes de Lionel Soukas, avec une lecture de Pierre Guéry, qui a écrit HP 1999, et c'est lui-même en personne, comme on dit dans le milieu, qui vient nous le lire. Je vous recommande vraiment, 8h le début du vernissage, 19h la lecture. Ça va être un grand moment, car le texte est absolument magnifique. Pierre est quelqu'un qu'il faut absolument découvrir parce que c'est un écrivain qui est trop peu connu, et vraiment d'avoir le texte et l'écrivain qui vient le lire, je crois que c'est un privilège dont il ne faut pas se priver. 19h la lecture, Galerie Vigna, 3 rue de Lille, demain soir. Merci à vous tous d'avoir accepté. Moi, je remercie Antoine effectivement d'être venu. Je remercie aussi à Lionel qui est là, que vous avez entendu tout à l'heure. Pierre Guéry aussi qui est dans la salle. Il est arrivé et je suis ravi de l'accueillir. Vous pourrez le rencontrer dès maintenant. Un petit cocktail va vous être servi là au premier étage. On vous montez un étage. Les ouvreurs vous accueillent pour un petit moment de convivialité. Puis ensuite, dans une vingtaine de minutes, un petit peu plus d'une vingtaine de minutes, mais on vous le dira. Nous entamons la deuxième phase de notre programme, donc les deux films suivants. Donc j'espère vous revoir tout à l'heure. Merci. C'est ça. Deux films qui traitent de ce débat. On nous a un peu reproché, et hier encore à l'ouverture, le choix de notre thématique. On revient sur la famille, avec un pluriel à la famille, puisqu'on considère qu'effectivement c'est un concept singulier et qu'il faut penser maintenant de manière plurielle. On nous l'a un peu reproché, on nous le reproche encore. Comme je l'ai dit hier, on l'assume. Et vous allez voir donc, dans ce programme le travail à la fois d'un collectif marseillais, le collectif 360 et même plus, 360 degrés et même plus. Je les remercie d'être présents en nombre aujourd'hui. Ils viendront bien échanger avec vous, échanger avec moi tout à l'heure à l'issue de la projection pour un film Ecce Homo, bien qu'il va vous plonger dans une manifestation anti. Alors, on a vu des images effectivement télévisuelles relayées par les médias. Là, on n'est pas du tout dans un travail journalistique. Travail très fort. Je vais vous laisser le découvrir parce que moi, j'ai été très marqué par ce travail, parce que effectivement d'aller au cœur comme ça d'une manifestation d'anti-mariage, de pouvoir recueillir cette parole, c'était très intense. Et puis ensuite Non à la haine, un film de Muriel Iris. Alors Muriel Iris, c'est une réalisatrice parisienne, mais qui est depuis quelque temps une niçoise d'adoption, puisqu'elle s'est installée à Nice. Je sais qu'elle est dans la salle, et elle viendra aussi parler de son travail. Et donc, on est content en fait de présenter ces deux programmes. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, c'est un peu dommage parce que il y avait effectivement dans les deux premiers films, l'un, je le rappelle, daté de 71, l'autre de 77, vous allez avoir un écho assez surprenant. Il y a quand même plusieurs années, presque 40 ans, entre 30 et 40 ans selon les films, qui séparent en fait ces programmes, et pourtant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on en parlera ensuite. Visiblement, la rhétorique a du mal à évoluer, en tout cas sur certaines questions. Donc on va regarder tout de suite les films, et ensuite j'inviterai les réalisatrices à venir échanger avec moi. Merci d'être présent. Merci Madame Jean aussi. Alors on
va se partager les micros. Alors je vais peut-être commencer par merci d'être présent. Merci d'être présente parce que vous venez de Marseille, hein, pour certaines, de Grasse pour d'autres, de Nice. Donc vous voyez, on a réussi à vous rassembler ce soir. Moi je suis assez content. Muriel nous a fait découvrir Ecce Homo il y a quelques mois, en me disant regarde ce film, il est vraiment super, et je suis en train de travailler sur effectivement un prolongement. Donc je remercie Muriel de m'avoir fait découvrir le travail du collectif. Par ailleurs, j'ai parlé de Gabo à tous les gens que je fréquentais ici, qui m'ont dit Gabo. Gabo et voilà. Donc je me suis rendu compte qu'en même temps on avait beaucoup de connexions, voilà, on travaillait à peu près avec. Donc je suis vraiment très content de vous rencontrer et puis de présenter ce travail parce que finalement on est à la fin du mois d'avril, au milieu du mois d'avril. Les images que vous avez prises, elles datent de la fin de l'année 2012. Je suis très heureux de voir que dans la salle aussi il y a des protagonistes. Je remercie Patrick Petard d'être présent, Olivier Caillot aussi, bien sûr d'autres membres, alors pas forcément du collectif, hein, mais en tout cas qui sont présents dans le film, Querelle, Sylvie, Gabriel, merci d'être là, parce que c'est vrai que c'est important de voir à quel point, première chose, ces films-là aussi, on a tous vécu ces événements, peut-être certains dans les manifestations, peut-être d'autres juste à la télévision, et déjà on se rend compte que voilà, c'est aussi l'incarnation. On est là, on est présent à un moment donné, une envie d'être dans la rue, une envie de suivre des manifestations, et donc c'était intéressant. Mais comme je vous le disais, on est en avril, on nous attend dans quelques jours effectivement, on va dire la fin de cette histoire, puisque l'Assemblée va voter voilà, là, donc les prochains jours, et il n'empêche que ça fait 6 mois finalement. Hein, on ferme une parenthèse de 6 mois, et c'est intéressant de revoir ces images de la fin de l'année 2012, où déjà à l'époque on entendait un peu de ras-le-bol, on en était presque déjà là, hein, on avait envie que ça arrive, on pensait que ça serait là maintenant, et on a tenu encore 6 mois. On a tenu 6 mois. Je voudrais d'abord, peut-être, vous me disiez collectif, 360 degrés et même plus, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre des caméras, à vous retrouver dans cette manifestation et à affronter cette violence assez forte. Donc peut-être les intentions du film, quel moment Agathe. Donc on est, si mes souvenirs sont bons, c'était la veille, en fait on pensait que ça allait surtout être un petit rassemblement, une suite des ailes de papa et maman. Donc c'était des premières manifs organisées plutôt par le clan Boutin. Donc on pensait qu'il y avait eu lieu 3 semaines avant à Marseille, on pensait que ça allait être un rassemblement avec peut-être 200-300 personnes. Et donc on avait décidé, nous aussi, en tant que cinéaste aussi, mais aussi militants, d'aller voir un petit peu ce qui allait s'y passer, sans être 100% sûr qu'on allait en faire un film. Et puis en fait, quand on est arrivé sur place, on a été complètement débordés. Gabo et moi, qui avons filmé, en fait on s'est séparés dès le départ, parce que Gabo s'est retrouvée identifiée comme contre-manifestante, puisqu'elle elle était avec des gens qui étaient identifiés immédiatement contre-manifestants. De l'autre côté, donc du coup on a fait semblant de ne pas se connaître, et moi je me suis retrouvée au milieu des manifestants. Donc j'ai monté la caméra, et voilà, donc à interviewer donc, des gens, et voilà. Oui, et en même temps, et voilà, non, mais dans le sens où les films souvent qu'on fait ne sont pas forcément des films au départ, et en fait ils se construisent. Là, voilà, d'ailleurs, en fait, au bout d'1 heure, je me suis fait gazer, donc voilà, Gabo un petit peu aussi, mais moi je ne pouvais plus filmer, donc bien que j'étais pas identifiée comme contre-manifestante, hein, mais bon, c'est un flic un peu excentrique, un peu fada qui s'est un peu jeté sur tout le monde, hein, voilà. Donc après on a complété en faisant des entretiens avec des contre-manifestants le lendemain en fait.
Voilà, on a eu D'où la aussi, structure de ce film, voilà, à la fois des images de rue et puis des plans séquences sur les témoignages de militants présents qu'on voit effectivement à l'image et en même temps qui reviennent un petit peu sur leur expérience. Oui, juste pour expliquer justement ce montage en deux parties. Bon, déjà, très clairement, on est resté qu'une heure et quart sur le terrain, ce qui était très peu, ça a quand même duré au moins 3 ou 4 heures leur histoire. Donc on avait en réalité peu d'images, c'était quand même assez perturbant d'arriver sur un terrain où d'entrée de jeu on se fait quand même bien allumer. Donc on n'est pas non plus, enfin moi j'ai perdu complètement, j'étais plus du tout dans les mêmes dispositions si tu veux, 5 minutes après être arrivé, ne serait-ce que ça quoi. Moi j'étais très très énervée, donc j'avais pas forcément le bon recul aussi, enfin c'était compliqué après si tu veux pour le montage. Mais par contre ce qui nous a tous marqué, enfin les gens qui ont participé, les anti-manifestants, ce qui nous a marqué, c'était quand même la violence qu'on avait reçue et le besoin d'en parler comme ça. Donc on se dit, bon, s'il y a besoin d'en parler, autant justement récolter cette parole-là. Qu'est-ce qui fait violence? Et c'est comme ça que le film s'est monté. Mais effectivement, comme disait Agathe, on fait souvent des petites sessions comme ça sur des événements. On ne monte pas toujours derrière aussi rapidement. Là, on a senti qu'il y avait quand même une urgence, que ça allait monter. On a compris qu'il allait avoir derrière la montée, alors peut-être pas à hauteur des 500 000 ou 800 000 personnes qu'il y avait à Paris, mais on sentait bien, donc on s'est dit, bon, c'est important là de montrer déjà ce qui se passe pour alerter aussi, pour faire circuler, donc ça a bien circulé sur Paris. Puis après on a assisté à la manif à Paris, la première grosse manif, là tu vois qu'on n'a pas monté, qu'on pourrait monter, où là c'est quelque chose de très au milieu des gens, où moi je récolte absolument pas la parole, mais je reste sur les corps comme ça, sur l'expression des corps, aussi sur la parole, mais c'est encore autre chose. Le travail, c'est un travail de militance, c'est un travail de témoignage, c'est un travail de... Parce que on est présent, on filme, à quel moment on se rend compte que là il y a des témoignages qui sont ahurissants. Après nous, oui, on a un pied dans le militantisme, on va dire sur ce terrain-là, mais pas que. Et par ailleurs, on est vraiment. Moi, je me considère. Enfin, moi, je suis monteuse, c'est mon métier. Je cadre aussi, je fais des films. Voilà, je suis aussi complètement. Donc, cette distance-là, j'essaye de la tenir dans le film, c'est-à-dire que je laisse le temps. Je laisse la parole se dérouler. Voilà, j'essaye d'écouter bien ce que les gens me disent et d'aller juste pointer les petits mots qui vont bien pour bien relancer la parole et éventuellement les provoquer gentiment. Et voilà, j'écoute aussi ce que les gens me disent. Quand je les interviewe qui se livrent à moi, je ne suis pas dans une caméra agressive non plus. Mais parce que je suis curieuse aussi de ce qu'ils me disent. Vous étiez accompagné d'un certain nombre de militants, on voit bien quand même qu'il y a une action très... Enfin, elle est très active, en particulier un de vos personnages, une des militantes qui harangue la foule. Donc à quel moment vous avez senti que là, il y avait une contre-manifestation? On entend d'ailleurs que la contre-manifestation, elle aurait dû avoir lieu ailleurs et que finalement elle a lieu sur le terrain. Vous pensez bien quand même, face à ce public, les jeunesses identitaires, on est face à l'extrême droite dure, on voit bien qu'il y a en plus une organisation assez forte, un service d'ordre assez important. À quel moment vous vous êtes dit là... À quel moment on s'est dit quoi là? Vous vous êtes dit que ça chauffait quoi, que vous n'étiez pas là juste pour prendre des images, vous étiez... Tu sais, les premières images que tu vois, moi c'est mon 3e plan, j'ai pas 2 minutes sur ma caméra, donc si tu veux ça commence très fort par... moi je me fais entarter quoi. Donc voilà, on savait d'entrée de jeu où est-ce qu'on atterrissait. Après on ne le savait pas 5 minutes avant. Mais on l'a vite compris quoi. On arrivait tard en fait, les gens étaient déjà en situation. Et après quand tu dis... Moi, je suis arrivée, je filmais le cœur. Si tu veux, en réalité, on était un groupe, mais ce groupe-là, enfin, on a collé moi, j'ai particulièrement collé au groupe d'anti-manifestants, mais c'était pas beaucoup de monde en réalité. Tu vois, il y avait peut-être 40 personnes vraiment avec des pancartes et un peu à gueuler. Et puis après, tu as eu des gens, des Marseillais qui passaient et qui se sont un peu agglutinés à nous, voyant la masse en face. Et ça se jouait, si tu veux, moi je suis restée sur une longueur de 40 mètres de trottoir, quoi, et à peine, quoi, et encore, quand on était bien étalé, quoi.
Oui, donc c'était, si tu vois, ouais, personne a vu le coup arriver. Et puis il y a eu un renfort aussi. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a eu les Alpes-Maritimes qui ont déboulé, on a eu le Var, on a eu, si tu veux, toute l'extrême droite des autres départements qui est arrivée. Nous, on n'avait jamais vu ça à Marseille. Tu vois jamais ça. Enfin, moi, je n'avais jamais vu ça. Les entités, on ne les voit pas. Et après, ouais. On t'entend parler de la jeunesse, on t'entend d'ailleurs t'adresser à c'est un choc un par jeune. rapport à ce service d'ordre qui a 18 ans au mieux. Je ne sais même pas s'ils étaient. Donc c'est compliqué, tu as des problèmes de soucis d'image. Est-ce qu'ils sont majeurs, ces gens? Ces gamins, en fait, parce que c'était des gamins. Et c'est vrai que moi j'ai été surprise par ça, c'est cet aspect clean comme ça, de la première ligne. Je ne te parle pas de la deuxième ligne où là c'est des trentenaires, c'est des skins, clairement, machin. Mais la première ligne, c'est qu'on met des tout propres sur eux. Je trouve ça terrifiant en réalité de ce que ça soulève derrière. Enfin, moi j'ai trouvé ça terrible. Et puis en plus, je les voyais tous plaider, quoi. Si tu veux, non, mais c'était grave, quoi. J'avais une espèce de truc, je me disais, mais c'est pas vrai, où est-ce qu'on est, quoi. Et non, mais c'est vrai, tu vois. Donc, derrière, tu voyais ces familles quand même très bourgeoisées, très. Enfin, il y avait quoi, c'était. Ouais, moi j'ai eu les boules vraiment par rapport à ces jeunes, en fait, vraiment, quoi. Ça m'a choqué, quoi. Voilà, ça m'a choqué, j'étais sous le choc. On a vécu complètement différemment, c'est ça qui est... On a vécu complètement différemment, d'ailleurs il m'insultait même, il m'insultait en disant toi qui t'es... T'es intégré à la manifestation. Voilà. Je sais que vous avez vu la première partie du programme, qu'est-ce que vous avez pensé des images que vous avez vues, des slogans que vous avez entendus? Pas trop slogans, parce que pour le coup dans le deuxième film, c'est plutôt des gens qui sont dans la rue et qui voient passer effectivement cette manifestation de transpédéguines, quoi, hein, qui sont là, qui manifestent en 77. Vous avez, enfin, qu'est-ce que vous peut-être pouvez m'en dire un peu votre... Parce qu'il y a quand même des témoignages qui sont quasiment copier-coller, quoi. On pourrait faire un montage de ces deux films. Ouais, mais ça c'est sûr. Ça c'est, enfin, t'as pas l'impression de voir des grandes avancées, même si en réalité c'est sûr qu'il y en a de fait, tu vois, puisqu'on arrive à ce mariage. Mais tu te dis, en 40 ans, il y a encore du boulot, quoi. Et puis, de toute façon, s'il n'y a rien qui se fait, c'est pas quelque chose d'acquis. De toute façon, toutes les luttes, il n'y a jamais rien qui est acquis, c'est toujours à reposer, en quelque sorte. Parce que des gens qui sont un peu comme ça, limités au niveau de la réflexion, parce que c'est une histoire aussi à un moment donné de réflexion, de réfléchir, de pousser. Après, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas eu finalement un vrai débat national où il y a eu un petit peu des gens intelligents qui sont montés au créneau pour arrêter de... Hein? Oui, Taubira, mais Taubira, ça reste dans un... que les choses n'aient pas été posées un peu plus franchement de la part du Parti Socialiste. Enfin, moi, je ne garde pas une bonne impression. Et puis surtout, là, aussi sur cet événement, à la fin, on se fait quand même gazer. Alors, moi, ça me pose vraiment un problème de se faire gazer, alors qu'on c'est quand même nous qui nous faisons insulter. Et puis, c'est des insultes de mort. Enfin, il faut quand même se le manger dans la figure. Et qu'au final, ce ne soit pas nous qui soyons protégés, finalement, mais ce soit nous les dangereux, et ceux à gazer. Et là, c'était vous les intrus, hein. D'ailleurs, il y a des plans de bien sûr, CRS, on voit bien que... On est intrus, mais on reste sur notre trottoir, si tu veux, il n'y a pas de débordement, on ne va pas les agresser, les chercher sur leur trottoir. Non, mais pour la police, évidemment, c'était vous qui... Ouais, mais quand même. Donc voilà, tout ça, ça fait réfléchir quand même. Je dis, bon, on en est encore là, quoi. Voilà. Alors, je vais échanger avec toi, Muriel. Je vais te demander de mettre ça comme ça me permettra de voir tout le monde ensemble. Donc voilà, peut-être passer à Muriel, aussi parce que c'est vrai que quand j'ai vu votre film, on a tous été très... moi j'ai été très marqué, je ne sais pas si vous êtes marqué comme moi, mais en tout cas j'ai été très marqué par le film. Et c'est vrai que d'avoir vu ensuite le film de Muriel, j'ai eu comme une respiration, une bouffée d'air frais. J'avais participé moi-même à des manifestations, et c'est vrai que positivement, quand on est très nombreux comme ça à manifester, qu'on se rend compte qu'on est plusieurs, on pensait la même chose, on a tendance à reprendre confiance. Et le film de Muriel... Alors Muriel, première question, on entend, on va dire, des extraits sonores de Ecce Homo, qui lance le film, qui est une partie du film, qui le ponctue comme ça. Pourquoi est-ce que d'où t'es venue cette idée de partir de Ecce Homo, cette envie, l'intention, ton film là-dessus? En fait, au mois de décembre peut-être,
c'était, ou peut-être janvier, je m'en souviens plus, je suis allée chez un copain, Pierre Rémy, qui fait partie de l'association SOS, Radical Ciné, qui m'a montré, qui par ailleurs est un ami, m'a montré le film du collectif. Et là, je me suis dit, c'était en fait au moment où moi, j'en pouvais plus d'allumer ma radio le matin, parce que c'était, voilà, le débat prenait toute la place dans l'actualité.